Bonjour Swazik, Bonjour Franck. merci beaucoup de nous accorder ton temps. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, je vais essayer. Je suis Swazik. Ce que je peux partager, c'est que je pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Et tu veux que je développe un peu mon parcours? Si tu as envie. Ouais. Je suis tombée dans la marmite de la méditation quand j'avais une vingtaine d'années, dans une forme de continuité de mes études, qui étaient des études plutôt artistiques. Et puis j'ai découvert la pratique de la méditation, et ça a été vraiment un bouleversement. Et donc à la suite de ça, j'ai passé un certain nombre d'années dans un monastère de tradition bouddhiste, puisque à l'époque, les approches dites laïques de pleine conscience existaient, mais elles n'avaient pas traversé l'Atlantique. Donc j'ai appris à méditer dans la tradition. Et donc j'ai passé 7 ans dans un monastère, et puis à la suite de ça, quand je suis sortie de ce parcours, de ce cheminement, j'ai découvert le travail de Jon Kabat-Zinn, donc qui a créé le programme MBSR, et donc à nouveau les approches qu'on connaît sous le nom de mindfulness ou de méditation pleine conscience. Et donc depuis une dizaine d'années, j'enseigne la méditation à plein temps, en plus de la pratiquer. Je dirais que j'ai vraiment un axe de vie autour de cette pratique de la méditation professionnelle, à la fois aussi autour de l'écriture, autour d'engagement caritatif, et puis voilà, d'une activité qui est aussi assez déployée auprès des soignants, des étudiants en médecine et je dirais plus globalement de ce qu'on nomme les populations vulnérables. Ok, merci. Et tu parlais de retraite bouddhiste, c'était de quelle tradition? J'ai fait une retraite dans le bouddhisme tibétain. Tibétain, d'accord. Et voilà, dans la tradition Kagyupa. D'accord, ok. Merci. Pour être précis, quand même, plein de formes de bouddhisme. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous des moments de ta vie où tu aurais eu des pauses conscientes, des moments où il y a eu des espèces de avant-après, des moments de déclic? Écoute, il y a un moment évident qui me vient tout de suite, mais il y en a certainement d'autres. Ce moment, c'est un souvenir très, très précis, où j'avais une quête, c'est difficile de donner un nom à ces choses-là, une quête de vérité, une quête de compréhension de l'humain, que je cherchais à travers l'art, à travers les étoiles, la poésie, même les sciences, donc plein de domaines différents. Mais j'avais une espèce d'insatisfaction qui restait de sentiment de ne pas avoir trouvé la discipline de recherche qui me comblait complètement. D'accord. Et puis, effectivement, quand je suis arrivée dans ce monastère, il y a eu la première fois où j'ai médité. Alors, dans le bouddhisme tibétain, on ferme pas les yeux. Mais, bien que ne fermant pas les yeux, il y a vraiment cette idée du retournement du sens du regard. C'est-à-dire de regarder vers l'intérieur, de regarder dans une forme de contemplation de sa propre expérience. Et ça, c'est un moment de pause consciente. Parce que ce moment où je me suis rendu compte que il y avait juste à fermer les yeux, où il y avait juste à tourner le sens du regard pour en fait rencontrer un champ d'expérience humaine immense, qui était en réalité à portée de main ou à portée de paupière. Et donc juste cette inversion du sens du regard, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je suis arrivée. J'ai eu le sentiment d'être arrivée quelque part. Il y a eu pour moi vraiment un changement, décisif, avec très clairement un avant et un après, en me disant, tiens, le champ d'exploration qui les réunit tous, puisque tout est perçu par la conscience, c'était un peu trouver l'anneau, tu vois, qui les réunit tous. Ça a été ce premier temps méditatif où je me suis dit, je suis arrivée au bon endroit. Il y a eu comme un sentiment de détente et de joie qui est dans ces moments où on a le sentiment d'avoir trouvé quelque chose. Et donc ça a été pour moi un moment de pause consciente, un moment très fort. Ouais. Tu vois, ça m'émeut encore de me dire, tiens, ce moment-là a été vraiment décisif. Et pourtant,
J'avais déjà tout. J'avais déjà un corps, j'avais déjà une conscience, ma respiration était déjà là. Mais cette d'étudier l'esprit par l'esprit était encore inconnue. Tu vois, j'étais encore sur un champ d'exploration à l'époque très cognitif, très intellectuel, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, il y avait encore une forme de dualité assez forte dans le champ de la recherche, quoi. Et voilà, ça a été un moment. Ok, merci. T'avais quel âge quand j'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans. Après, je dirais que c'est plus diffus, mais c'est beaucoup d'œuvres artistiques. J'ai des souvenirs très, à la fois nets et puis en même temps un peu flous, mais j'ai un souvenir très jeune, je sais plus si c'était en 97 ou 99, d'être devant une toile de Rothko. Donc Rothko, c'est un artiste américain qui peint des toiles immenses, presque pas monochrome, mais avec vraiment des nuances de couleurs très, très ténues. Et en fait, j'ai le souvenir devant une de ses œuvres d'avoir développé assez spontanément un état de présence, avec vraiment ce sentiment de perte de bordure entre la toile, ma perception de la toile, mon identité intérieure, extérieure, comme si les lignes de contour de mon identité, elles se perdaient un peu dans quelque chose de plus vaste. Oui, une dissolution de l'ego qui permet à... Ouais, alors je sais pas si j'irais jusque-là, mais oui, en tout cas le sentiment de dissolution, ouais, très clairement. Et donc ce sentiment d'appartenir à un tout plus vaste que soi, oui, je l'ai eu plusieurs fois devant des œuvres artistiques, donc par exemple Rothko, mais il y a eu des films, par exemple des films de Andrei Tarkovsky, des lectures, la découverte de la poésie japonaise, on en parlait ce matin ensemble, avec une poésie beaucoup moins analytique, beaucoup plus sensible, moins intellectuelle, où j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait une voix. Et pour moi, ça a été quand même des moments, comme tu dis, de pause consciente, en me disant, tiens, il y a une dimension qui m'intéresse là, mais je ne savais pas la nommer. Mais ça a été, a posteriori, des moments de rencontre, vraiment, des moments décisifs. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Alors je suis très heureux de t'avoir ce matin parce que du coup cette discussion va être autour de ton livre. C'est pas du tout pour lancer des compliments comme ça, mais vraiment moi j'ai été assez halluciné du travail que t'as fait sur ce livre Méditer à travers l'art. J'ai été assez surpris de voir le contenu en fait, de voir à quel point il y avait énormément d'œuvres et aussi sur le fait que tu abordes énormément d'angles différents autour de la méditation. Et donc ça m'a vraiment surpris. Donc déjà un grand merci pour avoir créé cet ouvrage parce que vraiment je trouve que c'est assez impressionnant. Et alors du coup ce que je te propose aujourd'hui c'est que on choisisse quelques œuvres juste pour en parler, tourner un peu autour, voir ce qu'on a envie d'en dire. Avant ça à la limite est-ce que tu pourrais nous parler d'ailleurs de la genèse de ce livre? Ouais, avec plaisir. À vrai dire, la vraie genèse, comme tu dis, elle est assez spontanée. C'est-à-dire que depuis que je suis sortie de retraite, donc de retraite méditative, donc c'était en 2008, comme j'ai toujours eu cette appétence pour l'art et notamment l'art pictural, depuis des années, je mettais des images dans une petite boîte, tu sais, comme des petits trésors perso, un peu comme une enfant, tu vois, qui garde ses petits trésors. C'était ta collection. Voilà, c'était ma collection. Et donc j'avais une petite boîte numérique, puisque c'était des images que je collectais un peu au hasard des expositions, de ce que je croise dans la rue, de ce que je vois à gauche, à droite, en faisant des recherches sur Internet. Et puis j'ai un ami qui un jour m'a dit « Mais toi, en fait, comment tu représenterais la méditation ? Puisque la façon dont elle est représentée aujourd'hui te convient pas. » Donc il fait référence à toutes ces images qu'on trouve sur les réseaux sociaux, dans les magazines, où voilà, on voit des femmes très dénudées généralement, devant des couchers de soleil, avec des sourires pleins de gratitude et un truc très santé, vitalité, bien-être, tu vois. Très Club Med. Club Med, spa, je sais pas comment te dire. Et des images très lissées, ou alors... L'autre pendant, c'est le neuromarketing. Donc, on voit des images de cerveau où, en fait, on comprend pas, mais ça fait sérieux. Avec des études scientifiques très manipulées. Et donc,
l'iconographie de la méditation qui s'est transformée avec le temps. Avant, on avait des stéréotypes plus autour des moines, des chakras, voilà, ce type de représentation. Et puis, avec un petit peu la démocratisation du sujet, on est passé à la preuve scientifique mal utilisée, avec là aussi beaucoup de clichés, et puis des images de bien-être, en fait, le champ du bien-être et de la commercialisation qui vient absorber la pratique de la méditation. Donc, face à tout ça, cet ami me disait, mais toi, comment tu représenterais le sujet? Et là, j'ai eu une espèce de déclic, parce que j'ai pensé à cette petite boîte. Je me suis dit, oh, faut que j'ouvre cette petite boîte. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail, il était déjà fait. Que toutes ces images, qui n'avaient pourtant absolument rien à voir les unes avec les autres, qu'il y avait des géographies différentes, des époques différentes, où on passe d'un siècle, voire d'un millénaire à un autre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un fil rouge et que toutes ces images, elles me parlaient parce qu'elles me parlaient de la conscience, parce qu'elles me parlaient de l'esprit, parce qu'elles me parlaient des fonctionnements mentaux, de la pratique méditative, mais avec des angles différents, là, dont tu parlais tout à l'heure. Et donc après, ce livre, il s'est constitué un peu comme un musée, comme une galerie où j'ai collé des images en disant, tiens, quelle image irait avec quelle image, en fait. Tiens, là, ça parle plus de l'esprit sous telle forme, là, ça parle plus du mental sous telle autre forme, tiens, là, ça parle plus du silence. Et puis après, les mots ont été seconds. Voir comment je pouvais associer des mots et aussi parfois des partages d'expériences à toutes ces images, et donc on puisse traverser ce livre un peu comme un musée imaginaire de la méditation, en traversant des paysages, parce que c'est très difficile en fait pour moi, après plus de 20 ans de pratique, la question la plus complexe pour moi, c'est quoi la méditation? Surtout quand quelqu'un me dit, oui Soisic, en quelques mots, tu peux nous dire ce que c'est que la méditation? Et en fait, ça reste une question très complexe, parce que il y a le sujet, il est immense, il est arborescent, et donc c'était aussi une façon, à travers toutes ces galeries, de répondre à cette question de c'est quoi méditer. Voilà, on va aborder cette question avec plein de portes d'entrée différentes, et ces portes, c'est des œuvres d'art. Voilà. Ok. C'est un peu ça la genèse. J'étais un peu longue. Merci beaucoup. Non, pas du tout. C'était hyper intéressant. Moi, ça me parle d'autant plus que je dis un peu la même chose quand on demande c'est quoi le bouddhisme. Parce que pour moi, déjà, il n'y a pas un bouddhisme, il y a des bouddhismes, en fonction des cultures, en fonction des angles, des approches. Et sur ma chaîne, moi, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est que je partage beaucoup des allégories. Parce que je trouve que finalement, il y a un côté enfant aussi, on raconte une histoire, on met des images, et c'est souvent beaucoup plus parlant que d'essayer d'avoir un esprit très scientifique qui explique les choses avec des mots très compliqués, un peu philosophiques. Et donc c'est un peu ce que j'ai retrouvé pour moi dans ton livre, cette idée d'utiliser des allégories, des métaphores, qui finalement sont beaucoup plus parlantes qu'une définition dans un dictionnaire. Bon bah super, je te propose qu'on commence direct. On se jette dedans. C'est parti. Tu veux commencer? Non. Alors, je suis très curieuse de voir les œuvres. Alors moi, la première qui me paraissait un peu évidente, c'est celle-ci, que je trouve vraiment extraordinaire. J'aimerais bien d'ailleurs trouver cette sculpture, elle est vraiment très 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 inspirante. Donc cette idée du regard, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure d'ailleurs, c'est le fait de tourner le regard et d'observer l'observateur en fait. Il y a vraiment Exactement. cette idée. Et alors je vais juste lire du coup le dernier paragraphe. En fermant les yeux, la pratique méditative nous invite, comme cette sculpture, à poser un acte aussi simple que radical, effectuer un mouvement de rotation du regard sur 180 degrés, fermer les yeux et diriger l'attention vers l'intérieur, nous affranchir momentanément des stimuli visuels, externes et matériels, pour nous intéresser aux stimuli internes et immatériels. Et qui sait, peut-être même réduire le sentiment de division. Donc en fait c'est drôle parce que c'était ce que j'avais choisi, c'est exactement ce que tu disais. Absolument. Et donc je sais pas s'il y a des choses à rajouter, comment toi elle t'a touché cette œuvre? Alors déjà je peux juste nommer l'artiste, donc il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Introspection et qui est de Luca Iso. Et c'est une œuvre contemporaine puisqu'elle date de 2018, et donc on voit finalement une statue, enfin le visage
d'une personne, mais avec une partie du visage qui est décollée et qui se retourne effectivement vers l'intérieur. Écoute, je crois ça a presque déjà été dit. Ouais. C'était une façon d'illustrer cet acte, pour moi, radical, en fait, de retournement du regard, et qui vient aussi faire référence à ce qu'on appelle, si je me trompe pas, ce qu'on appelle Vichara en pali, qui est précisément une qualité de l'attention, une capacité de l'attention à justement venir explorer l'expérience intérieure. Donc avec nos yeux physiques, il y a bien une chose qu'on peut pas voir, c'est nous-mêmes. Et en revanche, en fermant les yeux, on a finalement l'esprit a cette capacité d'être à la fois le moyen de contemplation en même temps que l'objet de la contemplation. Et puis c'est aussi, je trouve, une image qui est très intéressante parce que ce sens de la vue, qui est extraordinaire, il nous projette constamment vers l'extérieur. Et même quand on regarde la psychologie du développement, au départ, quand on est nourrisson, on n'a pas vraiment la capacité visuelle, tant et si bien qu'on est confondu avec notre environnement. Enfin, on prend même le sein de la mère comme un tout. Comme si c'était un prolongement, comme si c'était nous-mêmes, et puis peu à peu, il y a un sens de la division qui s'installe, en fait, avec le sens de la vue. Et puis, il y a le sens du soi qui se développe, où il y a un je et un tu, une soisique et un franc, un sujet et un objet. Et donc, bien sûr, c'est une dimension de la réalité, mais il y en a une autre. Il y a une autre dimension de la réalité où finalement on vient peut-être atténuer ce sens de la division en fait d'un intérieur et d'un extérieur en retournant le sens de la contemplation. J'espère que c'est pas trop. Ouais, merci. Moi, ce qui m'a, pour partager, ce qui m'a beaucoup touché, alors, il y a ce que tu dis, en fait, ce que j'ai trouvé très fort dans cette œuvre, c'est pour moi, elle est double. Il y a non seulement cette idée d'observer l'intérieur, pour moi, c'est la partie gauche du visage qui est en train d'observer, et il y a aussi la partie droite qui est sans visage. Et ça m'a fait penser aux enseignements de Douglas Harding. José Leroy en parle énormément, de la vision sans tête. Et c'est ça que j'ai trouvé génial en fait dans cette œuvre, c'est que d'un côté à gauche, il y a cette idée qu'on peut observer à l'intérieur, et à droite, c'est l'invitation, alors José Leroy le fait beaucoup mieux que moi, l'invitation de voir que dans l'expérience brute, en fait on n'a pas de tête, on n'a pas de visage. Là moi si je devais parler de l'expérience que j'ai en ce moment, c'est Soisic apparaît dans ma conscience, et je vois des mains, donc il y a des mains là qui se baladent, mais mon expérience brute, c'est pas Franck qui parle à Soisic. C'est pas deux individus, mon expérience brute, c'est bien toi qui apparaît dans mon champ de vision. Et sans toi. Et sans moi. Alors je vois juste en flou, je vois un bout de mon nez, enfin de mon nez du coup, je vois un bout de quelque chose, où c'est mon intellect qui va dire que c'est le mien, et puis je vois des mains qui se baladent, qui font des gestes, mais mon expérience brute c'est ça. Et donc j'ai trouvé voilà, moi ça me faisait vraiment penser à ça, je mettrai des liens d'ailleurs dans la description sur le travail de Douglas Harding, La vision sans tête. Il y a des œuvres très très fortes là-dessus. Il y a d'ailleurs des photos, je les mettrai aussi, où on voit, il y a des gens qui dessinent le fait de voir le côté du nez, donc voilà, pour faire l'expérience brute en fait. Et l'idée étant que si notre visage comme ça il est coupé et que c'est vide, ce vide permet d'accueillir en fait. Et c'est ça qui est génial en fait dans cette idée de la vision sans tête. Il y a quelque chose de très radical, c'est de faire l'expérience brute que tout ce qui se passe autour de moi apparaît dans cette conscience qui est vide. Et ça suppose d'oublier le jeu de ce fameux visage, cette personnalité. En fait, pour moi, c'est un peu l'équivalent de ce que propose Thierry Janssen sur le silence à l'intérieur, mais en utilisant la vue. Au lieu d'utiliser le sens du son, on utilise le sens de la vue. Et donc voilà, pour moi, cette œuvre, elle est vraiment très très forte. C'est génial, hein, ça fait plaisir de voir cette appropriation des images, parce que tu prolonges des choses que j'avais pu pressentir, mais que tu mets en mots un peu différemment. Et je trouve ça passionnant. Et sur ce que tu appelles la vision sans tête, pour moi, il y a presque un prolongement, mais là, on attaque fort. On attaque vraiment fort.
c'est que dans la méditation, il y a... c'est intrinsèque je dirais à l'investigation méditative, où c'est pas juste une investigation de la dimension psychologique de l'être humain, et ça aussi on en parlait tout à l'heure. Il y a cette dimension très psychologique, très incarnée, où on va découvrir ses émotions, ses tendances émotionnelles, ses fonctionnements, ses comportements. Et bien sûr tout ça vient faire aussi référence, comme dans le domaine psychologique, à notre histoire. Mais il y a une autre dimension dans la méditation qui est vraiment aussi de questionner mais qu'est-ce que le je ? Qu'est-ce que le moi ? Qu'est-ce qu'on appelle l'identité ? D'ailleurs, est-ce qu'une identité figée et autonome existe ? Et donc ça vient recouper quand même cette question aussi de la vision sans tête qu'on retrouve dans la pratique de la méditation, où parfois on parle de Shiné Laktong dans la tradition tibétaine. Est-ce que tu peux définir les deux mots ? Je vais essayer. Parfois, dans d'autres traditions bouddhistes, on parle de Samatha Vipassana. Donc, très très schématiquement, Shiné, c'est vraiment la pratique de la méditation telle qu'on la connaît. Ça veut dire pacification mentale. Ça veut dire qu'on va essayer de déposer l'attention généralement sur un support attentionnel, par exemple la respiration, ça peut être d'autres supports. Et donc il y a, je dirais, on tend, en tous les cas, à apaiser les mouvements, à apaiser le foisonnement des mouvements mentaux. Voilà. À retrouver une certaine clarté en n'alimentant pas davantage l'aspect discursif du mental. Et donc là, est-ce que ça serait on pourrait dire, apaiser la personnalité ou le côté égo, ou le côté... Non, pas forcément dans cette dimension-là, dans cette première partie, donc de Shiné. Et puis, dans l'Aktong, alors, je vais faire au mieux pour essayer d'en parler, c'est pas évident. Mais c'est que finalement, à un certain stade de la pratique de la méditation, on vient questionner, mais qui est ce je qui observe ses pensées ? D'accord. Qui est le je qui perçoit Franck ? Qui est cette personne percevante ? Et donc, c'est comme si à un moment, effectivement, il y a un retournement. On est déjà dans une contemplation intérieure, mais disons que schématiquement, la caméra se retourne vers celui qui filme. La caméra se retourne vers l'observateur. Et donc, il y a cette investigation méditative de voir qui est à l'origine du regard, qui est à l'origine de la perception. Tu vois le lien avec la vision sans tête ? Complètement, ouais. Et en fait, quand on regarde profondément, mais ça c'est une expérience, je crois qu'il ne faut pas trop décrire avec des mots, c'est pas évident de trouver quelqu'un. Cette origine de la perception. Et ce qui est drôle, c'est que même si on trouvait quelqu'un, qui est en train de regarder ce quelqu'un ? Exactement, donc on est dans une forme de mise en abîme. Complètement. Tu vois, un peu comme si on défaisait une matrioshka, une poupée russe, et dans la poupée russe, il y a une autre poupée russe. Ou un peu comme si on mettait deux miroirs l'un en face de l'autre. Exactement. Et donc là, il y a une dimension de l'identité qui est un peu abyssale et qui se dissout. Alors d'un côté, ça peut être un peu flippant, mais il n'y a rien de flippant parce que ça a toujours été là en fait. C'est une dimension qui est préexistante. On vit au quotidien dans une dimension beaucoup plus, relative et incarnée, avec ce sens de la différenciation entre soi, les autres, le monde, et ce qui est très utile. Mais coexiste une autre dimension où d'ailleurs la recherche scientifique, un des sujets les plus nébuleux, où il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait, c'est qu'est-ce que l'identité ? On n'a pas trouvé de siège de l'identité. On sait que l'identité est un assemblage fait de systèmes et de sous-systèmes et de sous-systèmes et de sous-systèmes. Ce à quoi on parvient aujourd'hui, c'est juste à conscientiser que l'identité est une construction. C'est une construction extrêmement complexe, mais c'est une construction. Et d'une certaine façon, la méditation nous invite à déconstruire ce sens de l'identité. Voilà, en tous les cas, on peut recouper facilement avec les deux images
qui sont présentées, page 91, où on voit une image d'un film très historique dans l'histoire du cinéma qui s'appelle L'homme à la caméra, où justement la caméra se retourne vers l'opérateur. Donc, et puis il y a cette œuvre d'un street artiste très très connu qui s'appelle Banksy, et où donc là aussi on voit une caméra de rue, et puis un message qui est écrit sur un mur, et un message qui questionne la caméra dans la rue et qui dit mais what are you looking at? Qu'est-ce que tu observes? Donc finalement c'est ce qui est soi-disant filmé qui vient questionner l'observateur. Donc je crois, j'espère que ça recoupe ce que tu as vu dans cette première image du livre avec cette idée de la vision sans tête. Complètement. Merci beaucoup. C'est passionnant et j'adore cette idée justement de surfer sur des cultures différentes, sur des œuvres différentes. C'est vraiment... je trouve que c'est très très riche. Et ce que j'aime bien aussi dans ces idées, c'est que du coup ça montre qu'il n'y a pas une espèce de vérité absolue pour expliquer et parler de la méditation. Et en fait c'est une histoire de sensibilité, c'est une histoire de comment on observe les choses. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse aussi sur ma chaîne, c'est de voir que les allégories, c'est juste des angles. Je dis souvent c'est des doigts qui pointent la lune, et donc il y a plein de doigts différents qui pointent la lune. Donc à un moment c'est juste un support, quoi. Eh ben merci beaucoup. Alors on peut passer à la deuxième. Alors du coup ça sera la troisième photo, parce que c'est celle-là que tu avais choisie toi du coup. Bah ça en fait une. C'est ça. Exactement. Et alors l'autre que j'avais choisi c'était les bulles de savon, parce que là c'est quand même un grand classique. Oui, alors les bulles de savon, c'est comme un peu une évidence pour parler de la pratique de la méditation. D'ailleurs, il faudrait aller chercher les références exactes, mais dans des textes très anciens, qui essayent de décrire ce qu'on va appeler l'esprit. Ouais. Donc cet espace, entre guillemets, dans lequel toutes sortes de pensées apparaissent et disparaissent. On a déjà ça dans des textes très anciens. Donc, j'ai absolument rien inventé. C'est aussi une image qui est assez souvent nommée par des maîtres zen ou des enseignants, on va dire, plus traditionnels. Et donc, oui, cette image de cette femme qui contemple des bulles de savon, je pense qu'elle est importante et aussi elle est simple, parce que souvent, quand on commence à méditer, et puis quand on commence à méditer, ça dure à peu près 30 ans, pour être, on est débutant au moins pendant 30 ans, je pense. Les pensées, généralement, elles sont perçues comme quelque chose de réel. Oui, on s'identifie même. Voilà, comme quelque chose auquel on s'identifie, c'est-à-dire si ma pensée dit je suis nulle, je suis nulle. En fait, il n'y a pas de distance. Je égale nul. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a souvent cette tendance où, quand on commence à méditer, on va dire telle pensée est positive et telle pensée est négative, ou telle pensée est positive et telle pensée est parasite. Mais si on a dit qu'une pensée était positive ou qu'une pensée était parasite, c'est qu'il y a déjà eu un jugement sur la pensée. J'ai déjà mis une étiquette, une valeur positive ou négative. Alors que la pratique de la méditation, elle nous propose d'aller même en amont, en aval, avant ce jugement qui se pose sur la pensée, et à juste reconnaître qu'il y a une création de l'esprit. D'ailleurs, les traditions parlent pas de rumination mentale, par exemple, mais parlent de créativité naturelle de l'esprit. Un petit peu moins négatif. Qui est un peu moins négatif. Et donc, finalement, on regarde les pensées un peu comme des bulles de savon qui se forment, qui ont une formation très momentanée, et puis éclatent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le regard de cette femme sur cette photographie, c'est un regard, je dirais, qui est plein d'émerveillement, d'une forme de candeur. Cette femme, elle regarde ces bulles apparaître et disparaître avec une forme comme un jeu, avec aussi une dimension ludique. Et donc je crois que c'est aussi une image qui peut nous porter dans la pratique de la méditation et nous permettre d'avoir une nouvelle posture par rapport aux pensées, qui est une posture beaucoup moins identifiée,
où on va simplement regarder les pensées apparaître un peu comme apparaissent et disparaissent des nuages, comme apparaissent et disparaissent des bulles de savon, c'est-à-dire comme un phénomène impermanent, comme tous les autres. C'est un peu une sorte de regard d'enfant ou un esprit du débutant. Ouais, d'ailleurs, il y a une autre image qu'on peut nommer et que j'aime, qui est pas dans le livre, livre. Du coup, il y aura un tome 2. Voilà, je pourrais te la donner. On voit justement une fillette qui regarde des bulles de savon et justement c'est cette dimension de non-jugement, d'émerveillement, je trouve, qui est très intéressante parce que ça permet d'asseoir en soi une autre posture, puisqu'on développe une posture qui est très inhabituelle en fait par rapport à nos propres pensées. Donc je trouve que c'est des images qui aident, comme si elles venaient, matérialiser un petit peu une nouvelle posture possible par rapport aux pensées. Ok, merci. Et après, moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, ce qui m'a beaucoup intéressé, j'adore filer les métaphores, en fait. J'adore prendre le début, et puis après de voir où est-ce que ça peut nous amener. Et en fait, je me suis dit que cette métaphore, du coup, qui se transforme en allégorie, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, parfois on dit qu'on maîtrise pas ses pensées. Quand une pensée, elle est là, elle est là. Et il y a le fameux exercice de dire « ne pense pas à un ours ». Voilà, et le fait de le dire, on y pense déjà. Et en même temps, pour moi, on a quand même on peut avoir une certaine responsabilité sur les pensées qui émergent, dans le sens qu'on peut nourrir des pensées et ne pas les nourrir. Et ce que j'aime bien dans cette allégorie avec la mousse, c'est que typiquement dans un bain, plus je vais mettre du produit moussant, plus il y aura des bulles. Et moins j'en mets, moins il y aura des bulles. Et si je prends un exemple concret, si je passe ma journée à regarder des films violents ou à jouer à des jeux vidéo violents, même si j'adore ça, forcément je vais avoir plus une tendance à avoir des pensées qui seront liées à cette violence. Et donc c'est ni positif ni négatif, c'est juste logique. Il y a un jeu de cause à effet, quoi. Il y a un jeu de cause à effet, et donc en fait, à nouveau je reprends cet exemple que en fait si pendant 8 heures je regarde une série, si je me fais la complète de Game of Thrones ou autre, forcément après je vais avoir des pensées qui vont émerger qui seront liées à ça. J'aurais mis du produit moussant Game of Thrones. Et donc les bulles qui vont apparaître. Donc on a quand même un minimum de responsabilité là-dessus. Et je trouvais ça intéressant du coup de voir qu'il y a effectivement le côté ça apparaît, ça disparaît, mais en même temps on peut choisir le type de bain moussant qu'on veut mettre. Et on peut choisir de mettre du bain moussant ou pas. Exactement. Exactement. Ok, donc bienvenue dans la salle de bain. Non, alors c'est vraiment génial parce que là tu vois une dimension que j'ai pas du tout vue. Donc c'est plaisant, tu vois, parce que je me dis que ouais, vraiment il y a ce propre un cheminement personnel. Peut-être qu'il y a 2 choses que je peux ajouter, c'est qu'effectivement quand une pensée apparaît, on n'a pas la main. Enfin, moi, personnellement, ce que j'observe, c'est dans ma propre expérience, c'est que j'ai pas la main sur les pensées qui émergent. C'est une production spontanée, une pensée. Je me dis pas, tiens, ce matin, je vais me lever avec des ruminations mentales. Tu vois, j'en fais pas le choix. En revanche, j'ai une marge d'action, c'est que une pensée, elle est à la fois émise et elle est en même temps, elle est perçue. Donc au moment où je perçois la pensée, je peux décider, effectivement, d'alimenter cette pensée ou de ne pas l'alimenter. Donc, c'est en ça qu'il y a un exercice, un entraînement attentionnel, un entraînement de l'esprit, et ça, c'est la pratique de la méditation. C'est un aspect de la pratique de la méditation. Donc, j'ai pas le choix sur la pensée qui émerge, mais j'ai en revanche, une fois perçue, le choix d'alimenter la pensée ou pas. Complètement. Et toi, t'amènes encore une autre dimension que j'avais pas vue dans cette image, mais qui est super intéressante, qui est que effectivement, en fonction de ce qu'on cultive et de ce dont on se nourrit au quotidien, tout ce par quoi je suis entourée, tout ce que j'alimente dans ma vie quotidienne va évidemment influencer mes productions mentales. Donc comme tu dis, si je regarde Game of Thrones toute la journée, je vais avoir des émergences mentales par rapport à Game of Thrones. Donc ça veut dire qu'on a aussi... ça permet d'identifier là où on n'a pas de marge d'action. Exactement. Et là où on a des marges d'action. Et là on a une marge d'action, c'est aussi une question méditative, c'est au quotidien de quoi je me nourris. Et typiquement, moi je fais vraiment un lien avec par exemple la tradition tibétaine. En bouddhisme tibétain, il y a beaucoup d'entraînements. Les 37 pratiques des bodhisattvas par exemple, où le fait de faire ces récitations, on plante des graines qui vont faire qu'après dans ma journée,
ça va me revenir. Ah, il y a quelqu'un qui m'insulte, ah ok, je le considère comme un maître spirituel, je le mets au-dessus de ma tête. Toutes ces pratiques-là, c'est vraiment planter des graines. Il y a un maître que j'aime beaucoup qui dit souvent, la vraie méditation commence quand on se lève du coussin. Et la méditation, il y a vraiment le côté, je plante des graines, je prépare, et après je me confronte à la vie. Et j'aime bien cette idée-là, et je trouve que ça apporte de la nuance. Parfois dans des textes, justement, on dit que on a vraiment zéro maîtrise sur les pensées, ce que tu disais sur le fait que quand elles sont là, ce qui est vrai, mais j'aime bien ajouter cette petite nuance, c'est qu'on peut avoir quand même un petit peu d'action sur est-ce qu'on les fait venir ou pas. Il y a ce truc. Oui, c'est-à-dire on peut entretenir le terreau. C'est ça, exactement. Un terreau. Exactement. Voilà, on peut voir comment on alimente la terre de son esprit, de sa conscience, et effectivement, ça peut donner des pousses différentes. Mais là aussi, c'est vraiment une façon de dire que la pratique formelle et la pratique informelle, c'est vraiment les deux faces complètement de la même pièce, parce que certes, il y a un exercice attentionnel qu'on va répéter, la pratique de la méditation, mais cet exercice attentionnel, on pourrait dire que méditer, pour moi, c'est une définition possible. Méditer, c'est un entraînement à faire des choix. Donc, est-ce que je fais le choix d'alimenter cette pensée ou pas? Mais aussi, quand je quitte mon oreiller le matin, est-ce que je fais le choix d'allumer la radio ou pas? Et il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Ouais, on peut le complètement, faire ou ne pas le faire. Mais est-ce que j'ai cette petite espace entre le stimulus et la réaction qui me permet de voir, tiens, vers quoi je dirige mon action? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je nourris pas? Est-ce que j'achète tel ou tel produit ou est-ce que je l'achète pas? Donc il y a une dimension très concrète. Et d'ailleurs, la méditation formelle n'a que pour intention de servir la vie. Ce que les traditions appellent l'intercession, donc ce qui vient se poser entre deux sessions de pratique, c'est la vie. Et en fait, la pratique formelle n'a aucun sens. Je dirais même qu'elle serait totalement inutile, cet entraînement, s'il n'avait pas vocation à venir servir notre façon d'être au monde, aux autres, au quotidien. Complètement. Et tu parlais de non-jugement. J'aime beaucoup aussi cette idée de ne pas moraliser les choses, de ne pas dire c'est bien, c'est mal. J'aime beaucoup la grille de lecture taoïste, par exemple, où ils vont dire qu'il y a des choses qui sont célestes et des choses qui sont terrestres. Et finalement, c'est ni positif ni négatif. C'est juste qu'on le voit bien qu'il y a des choses qui... Alors moi, j'ai tendance à dire, quand c'est terrestre, ça va plutôt nourrir mon animalité, mon côté mammifère. Et le côté céleste, ça va plutôt nourrir mon côté spirituel. Et on a les deux. On est fait de chair et de sang et on a un côté spirituel. Et du coup, à nouveau, c'est ni positif ni négatif. C'est juste que je peux prendre la décision de nourrir mon côté terrestre, nourrir mon côté céleste. Et après, ça m'appartient. Ça, j'aime beaucoup cette idée de non-jugement. Et je trouve que le fait d'utiliser le mot moral, parfois, ça permet d'être plus clair. Le fait de dire, mais il n'y a pas de morale là-dedans, en fait. C'est... De même qu'on peut voir qu'il y a des actions qui engendrent de la souffrance et il y a des actions qui engendrent plutôt de la détente. C'est juste des faits, il n'y a pas à mettre une morale par-dessus. Ok, est-ce que tu as envie de nous partager une photo? T'as donné tes 3 images? Ah non, il m'en reste une 3e. Ah, il t'en reste une. Allez, moi je vais en faire 2. Vas-y. Il y en a une où il y a un peu 2 images, donc ça fait presque 3. Peut-être je peux dire quelques mots de 2 artistes. Alors, donc, je vais parler de la peinture de Fabienne Verdier, qui est une artiste française qui, voilà, son travail me touche, on va dire, particulièrement. Et je trouve que son œuvre parle très spontanément, non pas de la pratique de la méditation, mais je dirais de la représentation de l'esprit. Et je peux parler de cette œuvre en particulier où Fabienne Verdier a réinterprété une toile de Van Eyck. Et donc c'est une toile de Van Eyck qui s'appelle Portrait de Margareta. Et donc on voit une femme avec un regard, je dirais, assez perçant, même un peu froid. Comme si elle voyait au travers. Hein. Et puis sur sa tête, elle a une coiffe en dentelle, et là c'est presque une prouesse picturale, puisque Van Eyck va peindre les sinuosités de la dentelle, et donc elle a une coiffe sur la tête faite de toutes ces sinuosités, de tous ces méandres de tissu,
Et on peut assez facilement y voir quelque chose qui ressemblerait au cerveau. Et donc là, presque comme si la pensée était matérialisée par un mouvement labyrinthique, tortueux, discursif, les pensées qui s'enchaînent les unes aux autres, un peu comme un mouvement sans fin, un mouvement discursif. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher dans la pratique de la méditation, c'est de voir à quel point il y a un foisonnement mental, on cherche le calme et en fait on trouve une espèce de turbulence mentale faite d'anticipation, de ressassement, de souvenirs, d'analyse, de pourquoi et de comment. Et puis en fait Fabienne Verdier est assez fascinée par ce motif et elle va le réinterpréter dans une œuvre qui s'appelle La pensée labyrinthique. Et donc où elle va juste réinterpréter les sinuosités de cette coiffe. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle présente juste un mouvement qui est sans début et sans fin. Et puis un mouvement qui est finalement constitué d'oscillations naturelles, qui est en réalité le mouvement mental qui va et vient, qui raconte des choses plaisantes, des choses déplaisantes, des choses rassurantes, des choses flippantes. Mais finalement, elle décrit ce mouvement comme ce qu'elle appelle le perpétuum mobile, qui est quelque chose qui revient souvent dans ses toiles. Donc comme l'esprit comme représenté comme un mouvement permanent, une oscillation permanente, une variation naturelle. Et donc, dans la méditation, et notamment dans les traditions méditatives, on parle de courant de l'esprit, ce qui est là aussi quelque chose de beaucoup moins identifié. On dit pas mes pensées. On dit plus à un certain stade mes pensées. On parle juste du courant de l'esprit. Le courant de l'esprit discursif. Un peu comme il y a des battements du cœur, il y a des courants discursifs. Oui, c'est vrai qu'on dit pas mes battements de cœur. On dit pas mes battements de cœur. Ouais. Et d'ailleurs, quand je dis mes pensées, il y a déjà une identification. C'est les pensées qui me traversent. Et donc, ce courant de l'esprit, je trouve, est magnifiquement représenté par ces perpétuums mobiles de Fabienne Verdier, où là aussi, je trouve que ça permet de se faire une image, de matérialiser la pensée comme un mouvement, tout simplement. Et de le laisser couler un peu comme une rivière, comme un courant, comme quelque chose qui est en mutation, alors que nous, on va avoir tendance à s'identifier au goutte d'eau, plutôt que de laisser juste défiler le courant. Et parfois, le courant est très intense, parfois, le courant est plus calme. Et donc, je trouve que ça représente une dimension de l'esprit et du processus méditatif où les pensées sont toujours là. Il n'y a pas forcément une extinction des mouvements mentaux. Il y a moins d'identification, comme on le nommait, et c'est beaucoup plus coulant, beaucoup plus fluide, il y a beaucoup moins d'identification. Donc voilà, j'avais envie de parler de ces sinuosités de Fabienne Verdier. Et presque toute son œuvre, finalement, représente ce qu'elle va appeler aussi des mélodies blanches. Donc il y a bien une mélodie, comme une mélodie mentale, mais le mouvement de la pensée n'est pas un obstacle au calme. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on peut vraiment toucher à ça à la méditation. Dans la méditation, on supprime pas les pensées, mais comme la relation est différente et moins identifiée, ça coule un peu comme une mélodie blanche. Voilà. Ok, merci. Et sur cette œuvre, d'ailleurs, je viens de réaliser qu'on peut aussi filer la métaphore, c'est que donc en haut, il y a ce... comment tu disais, il y a cette dentelle qui est très fine, qui est presque éthérée, il y a quelque chose de très doux, un peu nuageux, alors qu'en fait en bas, ça devient un voile qui est très rigide, qui est très... Donc on voit la différence entre le haut qui est très éthéré quand on observe les pensées, et le fait que la pensée peut devenir rigide, comme ce voile qui est réel, presque opaque. Il est presque rugueux en fait. Si on a l'impression que si on caressait en haut, ça serait très doux, et en bas c'est plutôt très rugueux, très. Très réel. Ok. Bah merci. Est-ce que tu veux que je fasse ma dernière photo ? Oui. Alors moi la dernière, j'avais choisi celle-ci. Tu
peux la décrire? Et donc c'est un ballon sur lequel est écrit Ego, et il y a quelqu'un à côté qui va percer ce ballon, qui va faire éclater ce ballon. Et donc c'est quelque chose que je trouvais très inspirant aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur qu'est-ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui est souvent vu comme quelque chose de négatif, justement. Est-ce que tu veux commencer par dire ce que tu vois, ou je commence par partager? Comment tu... Comme tu veux. Bon, je peux y aller si tu veux. Vas-y. Vas-y. Donc dire que c'est une photographie de Stéphane Graff, c'est une photographie qui est assez drôle. Effectivement, il y a un peu comme un homme un peu habillé en scientifique qui vient percer ce ballon. Puis c'est protéger les oreilles aussi quand même. Ouais, on sent que ça va faire du bruit d'exploser l'ego. Exactement. Écoute, cette image, elle est là très simplement parce que on est quand même à une époque où la mercantilisation de la méditation est très développée, et je pourrais presque avoir l'impression qu'à certains moments la méditation pourrait même être utilisée pour renforcer l'ego, renforcer l'identité. Et donc ça me semblait quand même utile de montrer de façon très dite, très manifeste, le fait que la méditation c'est quand même une façon de percer l'ego. Bon, après, effectivement, si on va plus loin, est-ce que l'ego existe? Et d'ailleurs, c'est ce que dans la pratique de la méditation, ça je crois qu'on le dit pas assez souvent, l'ego n'est pas un ennemi, hein. Parce que très vite il pourrait y avoir une dimension morale où il faudrait faire la chasse à l'ego, une vision de l'ego très culpabilisante. En fait, il y a une dimension de l'identité qui est hyper importante, qui fait qu'on est différent. Puis dans les interactions avec l'autre, que le monde est fait de mille et une couleurs, et qu'on est chacune une de ces petites touches, et qui donne la richesse. L'ego, pour essayer de répondre à ta question, je dirais que c'est du point de vue, en tous les cas, de la psychologie bouddhiste et du point de vue de l'approche méditative, l'ego, c'est constituer une identité ou une croyance d'un je, d'un soi, qui serait indépendant, qui serait séparé d'autrui. Et donc l'ego il est constitué de plein de petites entités qu'on vient coller les unes aux autres. Par exemple, je suis née à tel endroit, j'ai telle couleur de peau, j'ai telle histoire, j'ai tel sexe, j'ai telle culture, et puis au fur et à mesure de ma vie je vais aussi avoir des croyances, je vais développer des croyances, je vais développer des convictions, et puis je vais associer toutes ces petites étiquettes les unes aux autres, et puis je vais dire tout ça c'est moi. C'est moi et c'est pas toi, et je suis pas comme toi. Voilà comment je pourrais vraiment un peu comme un jeu de Lego, complètement. Là ça fait un jeu de mots, mais où on va vraiment associer des petites briquettes, et d'un côté c'est indéniable, j'ai pas la même histoire que toi, on n'a pas le même ADN, il y a quelque chose qui est très différencié, et encore une fois c'est très positif, et en même temps il y a un certain stade de l'expérience où ça peut devenir délétère, ça peut devenir cause de souffrance, parce que de séparation, parce que de renforcement identitaire. Donc je dirais l'ego dans sa dimension identité, c'est super, et c'est plutôt à cultiver, d'assumer qui on est, de comprendre déjà qui on est, de comprendre qui on est, d'assumer d'éventuelles différences, et puis en même temps à un certain stade de veiller à ce que nos identités ne deviennent pas des murs. Oui, moi j'aime beaucoup utiliser le mot personnalité. Je trouve que comme l'ego est tellement connoté, en utilisant le mot personnalité, ça permet d'avoir un angle un peu plus neuf. Et je voulais partager aussi une phrase qui m'avait beaucoup touché, qui était de Jim Mackenzie Rinpoche, un maître qui est en Dordogne, et qui disait, en fait, il s'agit pas de détruire l'ego, il s'agit de détruire la croyance qu'on a, qui est que c'est en satisfaisant l'ego que je serai heureux. J'aime bien cette nuance-là. C'est très beau. Ok, merci. Voilà, donc c'était ma dernière photo choisie. Merci à toi. Écoute, moi j'avais envie de parler d'une photographie d'un artiste qui s'appelle Hiroshi Sugimoto,
et qui est un Quelle page? photographe japonais, c'est page 131. Et Hiroshi Sugimoto, c'est je dirais un artiste assez obsessionnel qui consacre une grande partie de son œuvre à prendre en photo de la façon la plus épurée possible la ligne d'horizon entre la mer et le ciel, entre l'océan et le ciel. Et parfois cette ligne d'horizon, elle est très marquée, elle est très nette, il y a une différenciation très visible. Et puis parfois ces deux lignes se confondent. Et c'est ce que présente l'image qui est dans le livre. Il est passionné, enfin pour lui son œuvre traite notamment du thème du temps. Et là aussi ça vient recouper l'expérience méditative, parce que dans l'expérience méditative il y a à la fois le contact avec cette dimension de l'impermanence, c'est-à-dire que l'impermanence, la mort, tout change constamment, tout est en perpétuelle mutation. Juste dans l'espace de cette phrase, je viens de perdre des milliers, je crois même des millions de cellules qui sont en train de se transformer. Donc là aussi, je peux avoir le sentiment que choisis quelque chose de très compact et de très réel. Et en réalité, mon corps est en perpétuel changement. D'ailleurs, il n'a plus rien à voir avec mon corps d'il y a quelques années. Et pourtant, on continue de m'appeler Swazik parce que c'est pratique. Mais de mon corps, en l'espace de quelques années, il reste plus une seule cellule par rapport au corps précédent. Il y a l'exemple des cours d'eau, de dire que la Seine, on l'appelle toujours la Seine, mais en fait, entre hier et aujourd'hui, elle n'a rien à voir. Il n'y a aucune molécule d'eau qui est la même. Absolument. Et donc, pour revenir au thème du temps, à la fois on touche de très près à cette dimension de l'impermanence, je dirais même presque de la précarité de notre condition, de la condition humaine qui est extrêmement fragile. Et donc il y a vraiment cette dimension du temps compté, du temps qui passe. Et en même temps, c'est pas deux dimensions qui s'opposent, mais ce qu'on appelle l'instant présent, c'est un drôle de concept, parce que l'instant, c'est extrêmement difficile à définir, puisqu'à mesure que je le nomme, il est remplacé par un autre instant. Et en même temps, ce qu'on appelle un instant, ce qui serait un peu comme la plus petite unité du temps, en fait, elle est divisible à l'infini. Et en réalité, s'installer dans cet instant, dans l'expérience méditative, on peut vraiment toucher à cette sensation de perdre la dimension du temps compté et d'être dans une sensation de présence renouvelée à chaque instant et presque d'être plongé dans une forme d'atemporalité. J'ose presque même dire d'éternité, comme s'il y avait ce sentiment qu'il n'y a pas de début ni de fin. Et c'est aussi ce que nomme très explicitement Hiroshi Sugimoto quand il parle de son travail, de parler de cette double dimension du temps. À la fois le temps compté et en même temps la temporalité. Et d'ailleurs, on le sait, le temps c'est un concept. Et dans la pratique de la méditation, on peut vraiment sentir de façon très expérientielle que le temps est un concept. Voilà. Oui, il y a cette idée complètement folle en plus que le temps est lié à la vitesse à laquelle on va. Le principe de relativité, qui est complètement fou en fait, qu'on a du mal à... Bah écoute, merci beaucoup. Et puis alors, moi ce qui me fait rire, c'est qu'en voyant cette photo, en la nourrissant de ce qu'on s'est dit avant, ça me fait aussi penser à cette idée du ciel et de la terre, et du coup de voir que en fait c'est un tout. Parce qu'effectivement, il n'y a pas... Là, on voit plus à partir de quel moment c'est la terre, à partir de quel moment c'est le ciel. Il y a vraiment cette... Eh ben merci beaucoup pour ces partages et pour ce livre à nouveau qui est vraiment magnifique. Donc j'invite tout le monde à ou bien se l'offrir ou bien à l'offrir à d'autres. Pour moi c'était le cadeau parfait pour Noël. Et c'est vraiment très 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 riche. Pour moi c'est vraiment un livre qui se picore. Moi j'y vais de temps en temps. Et ça serait, je me verrais pas passer une après-midi entière dessus parce que c'est tellement dense. Mais c'est vraiment le genre d'œuvre à laquelle on a envie de revenir. Et alors pour finir cet entretien, est-ce que tu pourrais nous partager une petite pratique
courte, une pratique un peu pragmatique? Qu'est-ce que toi tu utilises ou qu'est-ce que tu as envie de partager aux gens? Écoute, ce qui est là tout de suite, ce serait plutôt l'envie ou l'élan de partager un petit temps de silence. Mmh. Alors après, de façon radiophonique, c'est pas top. Mais je dirais, et pourquoi pas, je vais guider un petit peu une toute petite pratique. Ok, super, merci. On peut prendre le temps de simplement de s'asseoir, peut-être de chercher un certain sens de la stabilité, une posture qui puisse peut-être nous soutenir, nous donner un peu d'ancrage, un peu de poids. Puis éventuellement, en fonction des circonstances qui sont les nôtres, éventuellement d'amener aussi un certain sens du redressement au niveau de la colonne vertébrale. Un peu comme une invitation à la présence, à la vigilance. Et puis, on peut même placer la poitrine, le cœur très légèrement vers l'avant, à la fois pour laisser les épaules peut-être se relâcher, les omoplates, et puis en même temps cette proposition de laisser le cœur en avant, disponible pour peut-être écouter, réceptionner l'expérience présente. Et prenons juste un petit instant pour ouvrir notre curiosité, juste voir, tiens, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Qu'est-ce qui est présent? L'activité mentale est peut-être foisonnante, peut-être assez calme, il n'y a rien à changer, à modifier, on peut juste établir le contact. De la même façon, de simplement prendre des nouvelles de notre état émotionnel, des nouvelles du cœur. Il n'y a rien à forcer, on peut juste explorer, voir si le cœur est plutôt ouvert ou s'il y a le sentiment que le cœur est un peu fermé, un peu protégé. Peut-être sommes-nous traversés par toutes sortes d'émotions plus ou moins intenses. Et là aussi, il n'y a rien à changer, à contrôler, plutôt laisser l'espace du cœur être un lieu d'accueil, quelle que soit la forme de notre état émotionnel. Donc laissant à la fois l'espace du corps, du cœur, de la conscience être des lieux d'accueil.
Puis on peut laisser à présent notre attention se déposer quelques instants sur la respiration, son mouvement. Et en nous souvenant qu'il n'y a rien à faire, la respiration est déjà là, déjà présente. Et quand des formes mentales reprennent le devant de la scène, on prend simplement conscience de ces mouvements de l'esprit. Cette reconnaissance des pensées qui fait partie intégrante de la pratique, et puis développant cette flexibilité attentionnelle consistant à redéposer l'attention. Et nous autorisant pleinement à peut-être traverser par toutes sortes de sensations, d'émotions, de mouvements mentaux, mais avec cette intention de laisser la respiration nous servir de premier plan. Et puis tranquillement, on pourra réélargir notre attention, ouvrant progressivement les yeux pour intégrer toutes les informations visuelles. La pratique qui ne s'arrête pas là, mais qui prend simplement une autre forme, une autre dimension. Merci. Merci à toi. Ce silence m'a permis de prendre conscience qu'il y avait une horloge qui était avec nous. Le petit tic-tac, très léger. Très léger. Un grand merci pour ce partage. Et si tu devais planter une graine, s'il y avait quelque chose que tu avais envie de partager aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Wow. The question. Si on devait justement résumer la Swazik Michelot, voilà, s'il y avait une graine qu'elle avait envie de planter, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager en dernier Ce que j'aurais envie de partager là tout de suite, c'est que c'est en résonance avec ce que je peux ressentir et ce que j'entends beaucoup autour de moi en ce moment, c'est ce sentiment d'impuissance qui peut survenir par rapport à l'Ukraine par exemple, ou par rapport à la situation sanitaire qui vient de se produire et un ensemble de situations. En fait, ce que j'aurais envie de partager tout de suite, c'est certes, il y a beaucoup d'endroits où on est impuissant, mais ça peut aussi occulter tous les endroits où on est puissant, entre guillemets. Alors même si je n'aime pas trop ce mot, mais il y a beaucoup d'endroits où on a encore la possibilité de prendre soin de nous, des autres et de cette petite planète bleue.
Et en réalité, notre champ d'action, il est encore large. Il est encore possible. On est encore dans la dimension du possible. Donc peut-être ce que j'aurais envie de partager tout de suite, c'est peut-être plutôt que de perdre de l'énergie, ce que je comprends et même partage en s'accablant sur tous les endroits où on ne peut pas agir, de vraiment voir tous les endroits où on a la possibilité d'agir. Et méditer, c'est une façon d'agir. C'est une façon de clarifier son esprit, de revenir au monde en étant plus clair, peut-être un petit peu plus altruiste, même si le mot est un peu fou. Et voilà, c'est ça que j'aurais envie de partager tout de suite. On peut faire beaucoup à l'échelle individuelle, en prenant soin de notre esprit, en prenant soin de nos intentions et de notre entourage et en venant questionner nos engagements, nos partis pris. Et il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu peux nous partager ton actualité? Est-ce que tu fais des choses? Est-ce que si les gens ont envie de méditer avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Écoute, j'enseigne le cycle MBSR à l'année. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une activité qui est stable. Après, j'ai des interventions plus épisodiques mais fréquentes auprès des étudiants. On peut me rejoindre régulièrement dans des assises méditatives online en soutien à une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Et puis, mon actualité, c'est que voilà, il y a des interventions, il y en aura d'autres autour de méditer à travers l'art. Donc, voilà, des conférences à venir. Ok, super, merci beaucoup. Et merci du coup et pour cette action, ces méditations que tu fais au profit du coup de cette association. C'est un bon exemple, je trouve, de moments où on peut se retrouver, on peut en même temps travailler sur soi et comme tu le disais, mettre du sens dans ce genre d'action. Donc, un grand merci, Swazig, pour ton temps. Un grand merci pour cet échange. Merci à toi.